Je m'appelle Elina Dumont, j'ai plus d'un demi-siècle. Je trouve ça tellement plus poétique de dire que j'ai plus d'un demi-siècle dans cette société qui manque de poésie. Et en fait, sur décision de justice, j'ai été placée, à l'époque on disait DAS, aujourd'hui on dit aide sociale à l'enfance, parce que ma mère avait de graves problèmes psychiatriques. À 10 ans et demi, quand j'avais 10 ans et demi, elle est décédée, je suis devenue pupille de l'État. Et à 18 ans, la prise en charge était terminée. Et j'ai été... la rue m'attendait. Ça fait au moins maintenant plus de 10 ans que je lutte contre le sans-abrisme des femmes et le sans-abrisme en général. Et parce que je suis quand même resté 15 ans sans domicile fixe. Et même une fois que j'ai eu un toit, après il faut quand même énormément d'années pour s'en sortir dans sa tête. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'à 19 ans, j'ai été sous tutelle de juge. Hervé Hamon, que je remercierai jamais assez, même encore aujourd'hui. Et parce que voilà, dans la rue, j'étais en danger. Et on m'a mis sous tutelle de juge, parce que je rencontrais des braqueurs, enfin tout ce qu'il faut rencontrer dans la rue, quoi. Les braqueurs, des voleurs, des gens, des violeurs, de la prostitution, enfin bref. Et en fait, ce juge, il m'a dit, écoute Elina, tu sais, une fois, j'ai mis un jeune en prison. Il m'a dit, écoute, on veut bien s'occuper de toi, qu'à une seule condition, que tu te soignes. Donc j'étais obligé de me faire soigner. Donc c'est comme ça qu'à partir de 19 ans, 2 fois par semaine, je me fais soigner par un psychiatre à Sainte-Anne, jusqu'à mes 21 ans. Et c'est vrai que, bon, même si à l'époque, je m'en foutais, mais aujourd'hui, il m'a sauvé la vie, ce juge. Il faut savoir que mes dents étaient cassées. Et pendant 4 ans, d'ailleurs, dans mon livre, j'ai consacré un chapitre à mon dentiste. Il faut savoir que 4 ans intensifs de dents, j'en pouvais plus à la fin. J'en pouvais plus. Et en plus, comme j'étais au RSA, ils voulaient me mettre des dents à la Joe Star. Donc des dents en ferraille. Ah, j'ai dit, ah non, non, Jérôme, hein. Moi je veux pas de dents. Attendez, j'avais 30 ans, 35 ans. Et on s'est arrangé. Il m'a dit, bon, alors tu auras des dents en porcelaine. Je suis tombé sur un super dentiste, quoi. On s'est arrangé, j'ai payé en plusieurs fois. Ça a duré 4 ans. Hein. Et aujourd'hui, tout mon patrimoine est dans mes dents. J'ai pas de maison secondaire, mais alors là, ça me ferait chier qu'un jour on me casse la gueule et qu'on me casse les dents. Hein. Mais on reconnaît les craqueurs comme ça, via les dents. Bon, l'héroïne aussi, hein. Via les dents, on peut reconnaître quelqu'un qui prend de l'héroïne via les dents. Et pour vous dire, moi, qui ai connu les années sida, j'étais tellement maigre, parce qu'il faut savoir que quand on prend du crack, on n'a pas faim. Tout le monde pensait que j'avais le sida. Alors moi, j'arrêtais pas de me faire tester, et en fait, les docteurs me disaient, mais non, vous n'avez pas le sida. Non, mais parce qu'on devient vraiment... moi, quand je vous dis maigre, et en fait, j'avais pas le sida. C'est juste que je mangeais plus. Et puis en plus, quand vous prenez du crack, vous dormez plus. Par contre, la descente est terrible. Pour vous dire, moi... Alors moi, je buvais pas d'alcool pour descendre, mais j'ai acheté des somnifères en pharmacie, vous savez, qu'on achète sans ordonnance. Et je prenais 2 somnifères dans un verre, et là, ça m'a assommé. Parce que la descente du crack, quand vous en avez plus, elle est terrible. Elle est terrible. Je sais pas quoi dire, mais vous êtes mal. Et moi, voilà, j'avais trouvé cette solution, parce qu'il y avait un copain qui m'avait dit, prends un somnifère, ça ira mieux, en attendant le lendemain que j'en reprenne d'autres. Et moi, j'en prenais carrément 2. Mais je crois que ces médicaments n'existent plus sur le marché parce que ça fait des dégâts. C'est des somnifères gros comme ça, vous les mettez dans l'eau, et ça vous voyez, un peu comme du Doliprane. Je les prenais cul sec, et après, je dormais pendant 14 heures. Et après, je me relevais, puis j'allais revoir mes craqueurs, enfin, bon, bref. Vous savez ce qu'ils font, les goûteurs de vin? Ils goûtent, ils crachent. Et ben, un vrai dealer de drogue, il va faire, attends, je goûte. Ou alors, il fume un caillou, puis après, paf. Mais c'est tout. Mais il sera jamais tox. Les petits cailloux, les petites galettes, ils les mettent dans des petits sacs. Mais tu sais que on peut avaler n'importe quoi, hein. Même là, tout de suite, t'es chez moi, tu vas avaler une cuillère. Avec un peu d'eau, la cuillère, tu l'avales. Bon, tu vas te faire mal à la gorge, mais elle va ressortir. Tu sais, notre corps, il peut tout avaler. Bon, sauf que là, ils avalent des petits sacs avec plein de petits cailloux qu'ils ont fabriqués.
des petites galettes. Enfin, il y a plein de noms. Bon, moi j'ai toujours dit, à mon époque, on disait des cailloux, des galettes. Et en fait, ben oui, ils les avalent, c'est dans des petits sacs. Et puis le soir, ils prennent des laxatifs. Excusez-moi, c'est un peu horrible. Et puis ça ressort par les matières fécales. Voilà. Et le soir, évidemment, ils peuvent dealer. Et par contre, les mots doux, c'est un peu plus compliqué. En fait, vous pouvez pas deviner que c'est des mots doux. C'est des gens comme vous et moi, sauf qu'ils sont noirs. Mais je suis pas raciste, hein. C'est des Africains. Alors, il y en a un qui a des trucs dans la bouche. Même moi, quand je vais à la gare du Nord, ils me font... ouais, enfin, je l'ai compris. Et une fois, je sais pas comment vous dire. En fait, moi, je prends le caillou. L'argent, je le donne à quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est toute une organisation. L'argent, elle passe tout de suite entre les mains de quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça finit dans une valise et l'argent part en Afrique. Et là-bas, en Afrique, il y a une famille. Enfin, une famille qui récupère l'argent, mais qui reste quand même dans le trafic. Mais en même temps, en Afrique, c'est des gens très pauvres. Bon, attendez, je vais pas excuser le crack, attention, hein, je dis pas ça, mais quand tu y réfléchis, quand tu sais qui est au bout de la chaîne, c'est quand même des gens très très pauvres. Et je sais que toute ma vie, je serai fragile par rapport à l'alcool, par rapport au crack, même si le crack, j'en ai jamais repris, contrairement à une coupe de champagne de temps en temps. Et d'ailleurs, je suis très, comment dire, par rapport à l'alcool, je suis très rigide avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai un petit carnet, je note la date, je dis voilà, là, t'as pris 2 verres. Et après, pendant 3 jours, j'en bois plus. Le fait que je travaille, quand par exemple je travaille beaucoup, je me lève à 5 heures du matin, comme ce matin je me suis levé à 4 heures, là, je bois pas. Et tout est écrit sur un carnet. Mais ça, c'est les docteurs qui m'ont appris ça, à faire un espèce de journal. Et moi, j'ai pas envie de retomber dans le crack, parce que je sais qu'ils sont très convaincants. Et moi, le crack, j'ai vraiment adoré ça. Contrairement à toutes les autres drogues, le shit, j'ai jamais aimé. L'herbe, alors là, j'étais en sueur. L'héros, je tombais malade. Comment on appelle ça? Merde, je me rappelle plus. Je sais pas comment ça, les trucs chimiques là. Non. Les petites pastilles là. Ah oui, ecstasy. Les Stasi. Alors là, ça m'a pas du tout réussi. La drogue, mais que j'ai vraiment aimé, mais je le dis, hein, malheureusement, c'est vrai. J'ai adoré le crack. C'est vrai que t'as un flash dans ta tête, tu sens fort. Et moi, faut pas oublier que j'étais une fille perdue aussi. Faut pas oublier qu'à 18 ans, je me suis retrouvée à la rue. Mon rapport à la loi était complètement à côté de la plaque. J'étais sans foi ni loi, quoi. Donc moi, voilà. Et puis en plus, de temps en temps, j'ai fumé du crack avec des gens de la rue, mais j'ai fumé aussi du crack avec des bourgeois. Donc moi, alors quand j'étais avec les bourgeois, alors là, c'était la classe. J'avais du champagne, je faisais ça dans des belles villas. Donc moi, pour moi, ça c'était la norme. Si vous voulez, par rapport à l'alcool, si vous voulez, je m'en suis servi comme un médicament pour pallier au crack. Mais l'alcool, si c'est de la piquette, moi j'en bois pas. Mais le crack, même quand il était de mauvaise qualité, j'adorais ça. Faut vous imaginer, j'aimais ça vraiment. Donc vous imaginez. Et moi, même, vous savez, des fois, je passe dans des rues, je sens l'odeur. Et quand je sens l'odeur, je vous jure, je suis traversé. Et vous savez ce que je fais? Je cours. Enfin, quand je cours, je fais une marche rapide, quoi, pour plus sentir l'odeur. Pour vous dire comment mon cerveau a mémorisé cette odeur. Alors que l'alcool, je peux passer 4 jours devant un bar, je me dis pas vite, faut boire un verre. Vous voyez la différence? Même moi, encore aujourd'hui, j'ai plus d'un demi-siècle, je crois que je l'aurais suffisamment répété, j'ai encore un traitement. Alors, et je ne prends plus de crack. Alors vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je suis une fille, alors ça se voit pas extérieurement, mais intérieurement, je suis hyper abîmée. J'ai développé des phobies, agoraphobie, claustrophobie. D'ailleurs, quand je dors toujours face à ma porte. Je fais des cauchemars insensés. Et quand je suis trop stressé, ben, je prends mon petit médicament. Il faut savoir que à ce jour, tous les matins, je vous dirai pas le nom, j'ai mon petit médicament. Alors évidemment, aujourd'hui, je prends que 50 mg. À l'époque où je prenais du crack,
je prenais 150 mg, plus les autres cachés. Mais ça vaut le coup, je suis devant vous. Et puis quand même, je lutte contre le sans-abrisme. Et comme m'a dit mon médecin, un jour, mon psychiatre, il m'a dit, tu sais, Elina, il y a des gens, toute leur vie, eh ben, ils prennent des médicaments parce qu'ils sont diabétiques. Et ben toi, toute ta vie, peut-être qu'il faudra que tu prennes ce médicament pour bien vivre. Et ben moi, je suis d'accord. Vous avez vu tout ce que je fais dans ma vie? J'ai écrit un livre, un spectacle, je suis invité partout, enfin bref. C'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment des professionnels qui soient auprès de tous ces toxicomanes. Mais des professionnels, voilà, des vrais, quoi, aguerris et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut agir tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 5 ans, 6 ans de crack. Parce qu'à un moment donné, ton corps, voilà, c'est comme l'alcoolisme. À partir d'un moment, quand la frontière est franchie, on ne peut plus rien faire. Et ça, même les addictologues, ils le disent. Et moi, je ne sais pas pourquoi, comment, mais j'ai jamais franchi la frontière. Grâce à tous les gens qui m'ont encouragé à me faire soigner. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi je les vois, mais bon, ils sont morts maintenant, mais tous mes amis sans-abri, qui étaient très alcooliques, ils avaient franchi une telle barrière, bah, ils sont morts dans la rue. À un moment donné, quand la frontière est franchie, c'est trop tard. Et c'est ça que je reproche aux politiques. Et parce que qui devient victime de tout ça? Ben, c'est les riverains. C'est terrible, quoi. Alors que les riverains sont des électeurs qui croient en la politique, qui se disent on vote pour que les choses aillent mieux. Et en fait, je comprends qu'ils soient en colère, en tout cas, les riverains. C'est vrai que c'est un peu cru ce que je vais dire, mais à Éole ou à Stalingrad, on voit beaucoup d'hommes. Parce que moi, j'ai pris du crack, mais on m'a jamais vu dans la rue à Stalingrad. Pourquoi? Parce que j'étais une femme. En plus, moi, j'étais blanche. Et les femmes, elles, les dealers, ils les adorent. Parce qu'un dealer avec une femme qui est jolie, ça rassure. Je veux dire, les flics, ils vont pas arrêter un couple, enfin, un semblant de couple. Par exemple, moi, j'avais toujours l'enveloppe sur ma poche. Le dealer, il avait rien. Donc, quand on passait dans le métro, voilà, à la limite, si lui, il l'arrêtait, lui, il avait rien. Par contre, moi, il m'arrêtait jamais parce que moi, j'étais blanche, j'étais la petite jeune. Et faut savoir que moi, quand j'avais... Des fois, j'avais de l'argent, je vais pas le cacher, mais dès que j'avais plus d'argent, ben, vous savez, les femmes, soit elles se prostituent, soit elles font des fellations aux dealers, soit elles rendent des services, alors des services XY, parce que quand les dealers, ils sont capables de vous demander n'importe quoi. Mais pour les femmes, c'est horrible. Parce que l'homme, on lui demande pas, hein. On lui demande pas de faire des fellations à l'homme. Mais les femmes, c'est pour ça qu'on les voit pas, les femmes. Parce que pendant que les hommes, ils sont en train de faire la manche, les femmes, elles vont se prostituer. Ou alors, elles rendent des services aux dealers. C'est terrible. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas vécu la prostitution telle qu'on l'entend, mais j'ai quand même couché avec des hommes, j'ai quand même fait des choses sexuellement, juste pour du crack. C'est une forme de prostitution, mais j'étais pas dans la rue à Nation. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes, elles sont tellement accros qu'à un moment donné, il y a tout un réseau de prostitution qui se fait. Et moi, c'est vrai que souvent, mon psychiatre, il me disait, écoutez, c'est un choix. Si vous voulez finir à Nation, avec un coup de couteau dans le dos. Et là, je m'imaginais morte. Enfin, faut t'imaginer, je suis jeune, hein. Je dis, non, je ne vais pas mourir. Mais écoutez, c'est ce qui vous attend. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'en sorte. Peut-être que sinon, ben, je serais peut-être morte, je sais pas, hein, peut-être morte à Nation, prostituée avec un coup de couteau. Parce que les dealers, ils font pas de cadeaux. Hein. C'est pour ça que moi, je dis, et ça, je me bats pour ça, quand des personnes arrivent en France, on leur donne un récépissé comme quoi ils peuvent rester sur le sol français, mais pendant 6 mois, voire plus, ils sont sans logement, ils n'ont pas le droit de travailler. Ben vous savez, au bout d'un certain temps, vous pouvez faire que des mauvaises rencontres. Moi qui suis française, vous avez vu ce qui m'est arrivé? Alors vous imaginez, moi je venais de Normandie en plus, vous imaginez un gars qui vient d'un pays en guerre, d'Afrique. Alors lui déjà, il arrive en France, il doit être complètement perturbé. Déjà moi j'étais perturbé juste en venant de Normandie,
Non mais t'imagines, le mec il a traversé la mer, il a failli se noyer. Et moi ça m'énerve quand les gens ils me disent ouais mais Lina ils viennent pour les aides sociales. Franchement, un mec qui vient d'un pays en guerre, tu crois qu'il se dit qu'il va venir sur un bateau qui va peut-être couler en mer, qui se dit oh vivement que j'arrive à Stalingrad pour avoir un petit caillou, vivement que j'arrive à Paris pour avoir le RSA. Franchement, non mais les gens qui me disent ça, ils me révoltent. En fait les mecs quand ils viennent de là-bas, ils disent, on vient pour une vie meilleure. Mais ils disent pas, en arrivant, je vais arriver à Stalingrad et je vais me prendre des cailloux. Par contre, les dealers, eux, ils savent qu'il y a une petite... il y a des gens qui vont arriver, on les attend quand ils arrivent en France. Mais je peux vous assurer qu'en plus, les aides sociales, vous les avez pas comme ça. Hein. Ça, c'est dans la tête, c'est dans le fantasme des gens. Mais quand vous arrivez en France, bon, ok, RSA, aide à ça... Non, ça se passe pas comme ça. Bon, moi, je le sais parce que je travaille dans le milieu du social, mais les gens, ils fantasment, quoi. Ils fantasment complètement. Et moi, je peux t'assurer qu'à Stalingrad, tout l'été, chaque été, si vous voulez un jour filmer, ils sont sur les escaliers et ils apprennent le français. Et tu verrais à la vitesse qu'ils apprennent le français. Et moi, je les écoute. Je me dis, waouh! Faut avoir du courage quand même, hein. Et moi, je me dis, mais ça, les riverains, ils devraient le voir, que c'est des gens qui... Dans ces gens-là, à mon avis, ils n'ont pas envie de prendre le crack. Mais au bout de 6 mois de rue, ben, il peut y avoir un petit accident. En tout cas, c'est pas par la violence qu'on arrivera à traiter ce problème. Les riverains, eux, ils sont pas responsables. Pour moi, la partie se fait à 3. La région, la mairie, la maire de Paris, et l'État. Et voilà, tant que les 3 ne travailleront pas ensemble pour lutter contre cette problématique, on n'y arrivera pas. Mais les riverains, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à part manifester devant ce jardin? La police, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? La police, même s'ils prenaient 150 toxicomanes qui prennent du crack, ils vont les mettre en prison. Et alors, le lendemain matin, ils vont sortir. Parce que, non mais, voilà, la partie se fait à 3. Je pense que ce qui serait aussi efficace, en attendant qu'on trouve une autre solution que les salles de shoot, c'est que les salles de shoot aussi traitent la problématique du logement. Alors, évidemment, ils vont pas trouver un HLM, ils vont pas trouver... Mais au moins, qu'ils puissent être en relation, en partenariat avec toutes les associations, genre Habitat Humaniste, le 115, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, enfin, toutes les associations qui existent, pour dire, ce soir, tu ne dormiras pas à la rue. Et le gars qui sortira de cette salle de shoot, je reste convaincu, avec peut-être un antidépresseur, un cachet pour te calmer. Et je peux t'assurer que le mec, si déjà au bout de 8 jours, il a dormi sous un toit, déjà il sera changé. Même si, attention, hein, il sera toujours en manque, il faudra des fois peut-être lui dire, bah, écoute, tu prends ça tous les matins, comme moi je fais, ou tous les soirs, quand tu es trop paniqué, tu prends voilà, un petit médicament qui te calme. Tout de suite, on les intègre par le travail. En fait, le travail, c'est très important, parce que le travail, c'est un cadre. Et puis après, bon, bah, comme moi, regardez, moi, quand j'étais à la rue, j'ai commencé par des ménages, des déménagements, babysitter, j'ai même livré du charbon, parce qu'à l'époque, mais dans ma tête, je me disais pas toute ma vie, je serai femme de ménage, toute ma vie, je vais faire des déménagements, toute ma vie, je ferai des charbons. Mais en tout cas, le fait que je travaillais, même payé maigrement, mais j'étais en lien avec la société. J'étais payé au noir, des cacahuètes, mais ça m'a sauvé quand même.